J'ai débuté en 2001. Au début, c'était juste un délire, un passe-temps. Donc, on faisait des freestyles dans la cour de l'école avec des amis. Après, j'avais un cousin, il connaissait Fata. Fata qui avait une émission sur Envie FM, c'était chaque mercredi. Et là-bas, c'était des freestyle battles. Donc, chaque mercredi, il y avait deux MC qui s'affrontaient. Et c'était des groupes de 2 jusqu'à la fin de l'émission. Et c'est là-bas que j'ai fait mes premières apparitions à radio. Après, Fata, il a eu un deal à 2S. Et là-bas, c'était Hip Hop Feeling. C'était une émission qui se tenait chaque vendredi. À 21h ou 22h, et là-bas aussi c'était des freestyle battles. Et une fois là-bas, j'ai rencontré BF et No Name, et avec eux j'ai formé mon premier groupe, c'était Illegal Scene. Et donc avec eux on avait un projet de mixtape, mais on a eu à enregistrer quelques 5 morceaux. Après, chacun a dû à cause des emplois du temps qui différaient, chacun a dû évoluer de son côté. Et à partir de là, moi j'ai commencé une carrière solo. Je venais d'avoir mon bac et j'ai pris une année sabbatique pour enregistrer des démos à la maison. Et c'est ces démos que je suis parti présenter à Nongodi du groupe Daraji, et on a décidé de sortir une mixtape qui s'appelait DK South. C'est Bois Sacré, c'est le label de Nongodi et de Fada. C'est eux qui m'ont produit. Bois Sacré a sorti ma première mixtape DK South. Et après, à partir de là, j'ai commencé à vraiment avoir une vraie carrière. J'ai sorti Purple Sheet, c'était mon premier clip. Et après Bois Sacré, j'ai rencontré Lox. Et là, on a créé BuzzLab Dakar. C'était en 2010. Et depuis, j'ai sorti plusieurs mixtapes dans Marigno, Press Play. Et avec BuzzLab, on a un peu, je dirais pas produire, mais on a élargi la famille. On a eu d'autres rappeurs comme Omzo Dollar, Med Metal, Zoukana. Et aujourd'hui, on a un autre collectif qui s'appelle Salar Gang. Et donc, voilà un petit résumé de mon parcours. Gaël Yomi de Ceneplus.com. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées avant d'arriver au sommet? Sommet, c'est trop dire parce que c'est un combat continu. À chaque fois que tu atteins une étape, tu essaies de viser un peu plus loin. Et donc, les principaux problèmes que j'ai eus, c'était dû à la difficulté d'exposition, parce que le Sénégal est un pays où la culture n'est pas trop rentable. Et donc pour pouvoir avancer en tant qu'homme de culture, déjà pour la production musicale, tu as besoin de fonds. Et donc moi, pour pallier à ça, c'est peut-être un coup de chance. Donc ma première mixtape a été intégralement produite par Nongodi, et ça m'a permis d'être connu. Et partant de là, je faisais plein de concerts. Et c'est l'argent que je gagnais à travers les concerts-là qui m'ont permis, avec Lox, de fonder BuzzLab, et qui m'ont permis de distribuer ma musique gratuitement. Et donc, ça m'a permis aussi de pallier au piratage, parce que la plupart des musiciens, quand ils sortent leurs albums, ils investissent dans la production, ils investissent dans la promotion, ils investissent aussi dans la duplication, et tout ça pour retrouver leur album se vendre au niveau des feux rouges à un prix dérisoire, quoi. Et c'est même pas des copies originales, donc ils ne retrouvent pas l'argent qu'il a investi. Et donc moi, j'ai jamais sorti d'album. Tout ce que j'ai fait, c'est des mixtapes que je distribue gratuitement sur le net. Il y a une plateforme Reverb Nation, donc à chaque fois que je sors quelque chose, c'est là-bas que je le mets. Et voilà, je présente ce que je fais au public. Le public adhère. Et là où je me fais payer, je veux dire, c'est à travers les concerts, parce qu'ils ont eu ils ont eu à écouter les morceaux, ils ont aimé. Et donc voilà, par exemple les écoles, à chaque fois que, disons dans la période mars-avril, disons plutôt avril, mai, juin, c'est la période des fausses cours scolaires. Et donc cette période-là, je tourne beaucoup dans les écoles parce que je leur ai donné ma musique gratuitement sur le net. Ils ont écouté, ils ont aimé, et quand ils font leurs manifestations, ils ont besoin, ils aimeraient avoir une représentation de ces morceaux qu'ils ont écoutés. Donc ouais, les difficultés que j'ai eues jusque-là, j'ai su m'adapter et j'ai su les surmonter, ce qui fait que voilà, là j'en suis là. Souvent on pense que le hip-hop c'est pour des jeunes désœuvrés.
des jeunes qui n'ont rien à faire. Vous avez eu votre bac, vous avez tenu à terminer vos études. Pourquoi? Parce que vous aviez déjà réussi, en fait, entre guillemets, dans le hip-hop. Vous étiez déjà connu, vous aviez de l'argent, et vous avez tenu à terminer vos études. Pourquoi? Bah, c'était sous les menaces de ma mère, je dirais. Et je dois dire que c'est ça qui m'a un peu permis d'actualiser le hip-hop sénégalais, parce que c'est comme vous dites, hein, le hip-hop a une certaine connotation. Les gens ils se disent que celui qui fait du rap en Wolof, Amoul Kilifa, quoi. C'est quelqu'un, c'est un gosse de la rue, il a pas d'autre choix. Et voilà, on se rend compte que dans la nouvelle génération, la plupart des rappeurs ont été à l'école, ont eu un certain niveau d'études supérieures. Et je pense que c'est ça, dans l'évolution de toute chose, il y a d'autres paramètres qui permettent aux personnes qui font cette chose-là vraiment de s'exposer encore plus que les gens précédents. Et aujourd'hui, on se rend compte que le rap n'est plus une musique de rue, parce que voilà, les gens ne freestylent plus dans les coins de rue. Moi, par exemple, dans certaines manifestations officielles, on m'appelle pour que j'aille faire mon rap. Et vraiment, si c'était un truc de rue, un truc de gosse, on ne m'aurait pas appelé à ça, quoi. Le message que vous véhiculez dans vos morceaux, ce sont vous appelez les jeunes à prendre conscience, de prendre leur destin entre leurs mains, mais aussi on s'amuse beaucoup, on parle d'amour. Actuellement, vous ambitionnez d'axer votre musique sur quoi? Quel est le message central? Le fun ou bien les messages, on va dire, combattants, patriotes? Moi, ce que j'essaie de faire dans ma musique, c'est que je veux que ma musique soit un reflet de ma vie, parce que je ne peux pas parler de choses que moi je n'ai pas vécues. Et quand je parle de ce que j'ai vécu, j'aime bien aborder tous les aspects de comment je l'ai vécu. Donc dans mon répertoire, tu verras des sons qui parlent d'amour, des sons qui parlent de réussite, des sons qui parlent de ma vision par rapport à la politique, des sons qui parlent d'aller en boîte, des sons qui parlent de s'amuser, des sons qui parlent de ouais, je vais te tuer si tu te fous de moi, tu vois. Donc c'est vraiment quand tu écoutes mon répertoire, tu as un résumé de ma personnalité. Et donc voilà, c'est ça que j'expose à la jeunesse, parce que nous sommes de la même génération. Et donc c'est ce qui fait que dans la plupart de mes sons, ils se voient dans mes sons et ils se sentent dans mes sons, quoi. Vos messages posent problème à certains de vos collègues rappeurs. Ils trouvent que ce ne sont pas les messages que devrait véhiculer un hip-hopper. Alors toutes ces critiques, vous les vivez comment? Parce que Canabasse, Fata, vous êtes souvent critiqués. Mais vous, les critiques, personnellement, vous les vivez comment, venant des rappeurs? Personnellement, moi, je ne rappe pas pour les rappeurs, parce que c'est ça la culture du hip-hop. Chaque rappeur revendique être le meilleur. Et donc, moi, étant donné que je me considère comme le meilleur dans ce que je fais, quelqu'un d'autre qui fait ce que je fais et qui dit qu'il n'aime pas ce que je fais, je l'écoute pas, parce que je me dis que c'est pas un jugement objectif. Il a sa manière de voir les choses, il a son vécu, il a sa sensibilité, et tout ça l'influence dans le traitement des sujets qu'il décide de traiter. Et donc moi aussi j'ai tout ça, j'ai mon vécu, j'ai ma sensibilité, et tout ce que je le traite par rapport à ça. Et donc je comprends pas que quelqu'un vienne me dire non, tu devrais pas le faire ça, parce qu'il est pas passé par ce par quoi je suis passé, il n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Et donc encore une fois, je rappe pas pour les rappeurs, je rappe pour ceux qui écoutent, pour ceux qui aiment. Et voilà, après je me dis que personne ne fait l'unanimité, parce que même dans le public, certains adhéreront à ma façon de traiter les thèmes, d'autres n'y adhéreront pas. Et donc voilà, c'est juste ça, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Quel message pouvez-vous donner, quel conseil à ceux qui aspirent à suivre vos pas dans le public, vos fans? Quel conseil pouvez-vous leur donner? Suivre mes pas, c'est tendu, hein. Parce que je suis loin d'être un exemple, mais c'est comme je dis toujours dans mes sons, ne regarde pas, la vérité, elle peut venir de partout, quoi. Ne regarde pas celui qui parle. Écoute plutôt ce qu'il te dit. Et si tu trouves une logique dans ce qu'il te dit, bah applique-la, quoi. Applique-la, cette logique. Mais suivre mes pas, non. Mais peut-être écouter mes textes et prendre l'essentiel et l'utiliser pour mieux progresser dans la vie, quoi. Vos références?
Ma mère avant tout, référence de vie, référence artistique, bah, je dirais Jay-Z pour son entrepreneurship. Je dirais Eminem parce que c'est un blanc qui a atterri au milieu du hip-hop. Et on sait tous que le hip-hop c'est à la base une musique noire et il a su s'imposer. Et pourquoi lui? Parce que au début c'était pas évident. Je suis venu, j'ai trouvé plein de ténors et vraiment le hip-hop à l'époque était assez verrouillé, donc rarement tu voyais un nouveau talent émerger. Et donc voilà, il m'a inspiré. Je me suis dit, si un blanc peut le faire, moi je peux le faire. Et comme référentiel, c'est pas mon entourage, parce que à chaque fois que je vois quelqu'un de mon entourage agir par rapport à une situation donnée, si son action le mène à un bon résultat, bah, si moi un jour je me trouve confronté à cette même situation, j'agirai comme lui. Donc je calque beaucoup sur mon entourage et je remercie Dieu, je suis bien entouré. Et voilà, en général c'est ça mes référentiels. Une chose qui me tarote l'esprit, c'est que ce que Ngaka Blindé appelle par exemple Djar Djar ou Underground, j'ai l'impression que Underground, que vous ne l'avez pas connu. Que ça n'a pas été aussi chaud que ça, que réellement vous avez pu trouver la bonne voie au bon moment pour vous en sortir. Comment vous avez fait réellement? Comment ça s'est passé? C'est parce que vous avez pu vous appuyer sur quelqu'un ou tout est parti de vous-même? En fait, dire que j'ai pas ce Djar Djar Underground, c'est pas la vraie chose. En fait, je disais qu'au début, je partais faire des battles à la radio. Et les émissions se faisaient à 14h. 14h, tout le monde sait que c'est l'heure du déjeuner. Donc je zappais le déjeuner et à l'époque j'habitais à Scaturbam vers Liberté 6. La radio c'était à Envie FM vers Mariste. Et donc si dans les beaux jours j'avais 100 francs ou 150, je prenais le car rapide pour y aller. Et dans les jours normaux, bah j'avais rien, je marchais de Padoue à Envie FM pour faire mon freestyle et je faisais le chemin retour après mon freestyle. Et idem pour quand je faisais le concours de Hip Hop Feeling. Je prenais mon car rapide pour partir et après les enregistrements de l'émission, ils nous donnaient 2500 francs pour le taxi du retour. Bah, j'achetais des pintons, après je prenais un car rapide et le lendemain je gardais pour repartir faire mes trucs. Dire que j'ai pas eu ce parcours underground là, je pense que c'est du n'importe quoi parce que ma première mixtape, je me rappelle, pour l'enregistrer aussi, je quittais Padoue jusqu'à HLM Grand Yoff, je marchais pour aller au studio, je marchais pour retourner, je restais par exemple au studio. J'arrivais à 14h pour enregistrer. C'est un studio, il y a plein d'artistes qui enregistrent et j'étais pas prioritaire, j'étais le rookie. Donc j'attendais de 14h à 22h à la porte du studio pour que les gens finissent et que moi que je rentre enregistrer. Et j'enregistre pendant 2 ou 3 heures de temps. Après minuit, 2h du matin, je passais sous le pont de Padoue pour retourner chez moi. Après, quand j'ai sorti ma mixtape, c'était... Parce que Bois Sacré, ils ont produit ma mixtape, mais après, il y a un certain travail que l'artiste doit faire parce qu'on n'est pas aux États-Unis ou bien en France. Parce que dans ces pays-là, quand tu sors quelque chose sous un label, eh ben, c'est le label qui fait tout. Bois Sacré, ils avaient certes la volonté, mais comme on est en Afrique, il y a les réalités du bled. C'est pas parce que quelqu'un l'a vécu pendant 10 ans qu'il a plus de mérite que quelqu'un qui l'a vécu que pendant 2 ans. Je pense que c'est à chacun sa chance et voilà, le travail paye quoi. Vous avez commencé avec No Name. No Name, c'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Ok, maintenant il est toujours là. Est-ce que vous pensez un jour faire un duo avec lui ou reprendre vraiment le groupe, ne serait-ce que pour un album? On a gardé d'excellents liens. Et lui, maintenant, il travaille dans une agence et on a eu à entamer une collaboration. Il bosse dans les Ringback-Tone, il bosse avec plusieurs opérateurs. Et donc, je suis allé le voir récemment pour, comme j'ai dit, un partenariat. Et donc, on a gardé de très bons liens. Et après, si un jour, lui ou moi... quelqu'un d'entre nous vient à proposer à l'autre une collaboration artistique, je pense que ça se fera. Parce que comme j'ai dit, on a gardé d'excellents liens. Toujours dans ce domaine, pour terminer, est-ce que vous envisagez des collaborations avec des artistes de la sous-région et du continent aussi?
Oui, oui, naturellement, parce que faut s'expandre et il n'y a pas meilleure stratégie pour s'expandre que de prendre des gens de l'extérieur et de travailler avec eux. Comme ça, eux, ils seront exposés à mon public et moi, je serai exposé à leur public. Donc oui, je compte travailler avec des artistes internationaux, des artistes de la sous-région, mais voilà, à chaque chose son temps. Maintenant, par rapport à Gorée Festival, pourquoi tu as accepté de venir partager ton expérience avec ces jeunes-là? En fait, dans l'organisation, je connais plusieurs membres. Je connais JB, je connais JP. On a eu à travailler sur plusieurs projets et à chaque fois, c'était des projets à réussite. Donc, quand ils m'ont exposé le projet de Gorée Cinéma, j'ai pas hésité parce que à chaque fois que je les sollicite, ils viennent et je connais leur vision, je connais leur ambition et je sais que ils ne s'aventureront pas à faire quelque chose qui va virer à l'échec.